Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit suivi de ma collection chaotique que j'avais commencé à présenter avec la partie Casio et G-Shock il y a de cela quelques semaines. Aujourd'hui, seconde partie avec les montres que je qualifierais de modernes, un mélange de montres suisses, pas mal de montres japonaises aussi, quelques micro-marques. Et je pense que je ferai une troisième partie, au minimum une troisième partie, voire une troisième et quatrième partie avec tout ce que j'ai en vintage. Il faut voir si j'arrive à tout faire en un coup ou si je le ferai en deux coups. Donc aujourd'hui, plutôt les montres modernes. Je les prends dans un ordre complètement aléatoire. C'est vrai que pour ma part, j'ai toujours collectionné les montres sans avoir trop un esprit, pas trop de réflexion, je dirais, au niveau de ma collection dans sa globalité. C'est beaucoup d'achats coup de cœur et je suis toujours admiratif des gens qui collectionnent avec un aspect réflexion, un aspect cérébral qui est aussi intéressant, qui n'est pas forcément dénué de côté émotionnel non plus, mais des collections plus réfléchies et des collections qui sont sous contrôle en termes de taille aussi, alors qu'ici c'est vraiment parti dans tous les sens et c'est très chaotique. Donc je vous propose de les prendre dans un ordre complètement aléatoire et si j'ai quelque chose de particulier à dire, une raison pour laquelle j'ai acheté ou des choses comme ça, j'en parlerai en fonction des montres que je présente, même s'il y en a d'autres qui n'ont pas de raison particulière ni d'attachement particulier. Donc je vais commencer avec celle-là, ma seule Citizen moderne ici, qui est donc une Citizen ProMaster automatique. Un modèle que j'avais envie de tester, aussi pour faire un comparatif avec les Seiko actuels, étant donné que c'est un modèle qui est toujours très bien noté en termes de rapport qualité-prix. Une montre très sympa que je porte malheureusement pas beaucoup. Et voilà, un achat qui est dans les 200 euros. Je pense qu'on l'a trouvé dans les 200 euros sur Internet avec l'emballage particulier qui est en forme de bonbonne de plongée qui est plutôt sympa. Voilà, premier modèle ici. Je vais essayer de toutes les poser là, mais je ne sais pas si je vais avoir la place. Ici, on a une Hamilton Intramatic 68. Un joli modèle, hein. J'aime beaucoup la face quand on la regarde comme ça. Un petit peu moins le profil, hein, qui est très très épais. Ici, à l'intérieur, on a une base de Valjoux. Je crois que c'est un 77-53, si je dis pas de bêtises, qui est normalement à 3 registres avec la date à 4h30. Ici, on a plus que 2 registres, une date à 6h et une réserve de marche prolongée. Donc voilà, cette montre, je pense que je vais m'en séparer pour deux raisons, hein. C'est déjà que j'aime pas trop le profil et l'autre raison, c'est aussi que j'ai eu des problèmes avec cette montre. Elle a lâché à une semaine de la fin de la garantie, donc j'ai juste réussi à l'amener sous garantie en réparation. Et voilà, donc c'est aussi un mouvement qui est une évolution d'un Valjoux qui est très très fiable. Et on voit ici que la fiabilité était pas très très bonne. Ils ont peut-être diminué un peu la fiabilité avec ces modifications qu'ils ont fait sur ce mouvement. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, quelque chose que je vais probablement vendre très prochainement. Ensuite, ici, on a une Seiko SSK GMT. C'est une des dernières montres que j'ai achetées ici. Je pense que je ferai une petite revue dessus. Donc la version avec la lunette noire et bleue et ce cadran qui paraît blanc, mais il est peut-être un petit peu plus argenté que blanc. J'ai acheté cette montre à Tokyo lors de mon dernier passage. Il y avait des bons prix dessus et j'aime bien quand je vais en voyage, si j'ai une occasion d'essayer de ramener une montre, puis surtout quand on va au Japon, ramener une montre japonaise, c'est toujours un plaisir. Ensuite, passons à ce modèle, qui est peut-être le pinacle, entre guillemets, de ma collection. Une Jaeger-LeCoultre Reverso que j'ai acheté en plein au début de la pandémie de Covid en 2020. Tout le monde était paniqué à cette époque-là. Et je sais pas, j'étais coincé tout seul chez moi. J'ai trouvé cette montre à un prix incroyable, aux alentours de 5000 euros neuve avec les 8 ans de garantie. C'est donc une Duo Face ici. Un modèle qui a beaucoup augmenté en prix d'ailleurs, hein. Les prix chez Jaeger-LeCoultre ont pris l'ascenseur d'au moins 40% ces 4-5 dernières années. Donc voilà, un modèle que je serais incapable de racheter neuf aujourd'hui, et j'ai pas du tout les moyens. Et donc ouais, c'est un très beau modèle, hein, entre la boîte et le mouvement. Malheureusement, on voit pas le mouvement, hein, ça c'est un petit peu triste, mais voilà, on a les duo face avec ici l'indicateur jour-nuit et le second fuseau horaire qu'on peut régler au moyen de ce petit bouton qui est ici. Et voilà, c'est vraiment une très belle montre qui se rapproche un petit peu de la haute horlogerie. C'est ce que j'ai de plus proche de la haute horlogerie dans ma collection. Voilà.
Ensuite, passons à cette Unidesign Watchco Model 1. Une micro-marque qui est pas très connue. J'aimais bien le design. C'est vraiment un coup de cœur purement sur le design. J'aime beaucoup le cadran. Ici, on a ce cadran avec ce petit relief qui est vraiment très sympa, avec beaucoup d'inspiration de différents modèles des années 70, bracelet intégré, ce qui est pas mal à la mode ces temps. Donc voilà, on n'en voit pas beaucoup hein, de celle-là. J'aime aussi bien ce fond avec ses rayures. Le bracelet est absolument atroce, hein, il arrache les poils des bras. À savoir si vous êtes intéressé par ce modèle. Ils ont des jolis coloris, il y a un autre coloris gris foncé, un coloris aussi un peu vert kaki comme ça, qui est très sympa, avec cette couronne ici, qui rappelle une Royal Oak. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que maintenant qu'on a la Patek Philippe Cubitus qui est sortie, si on les met côte à côte, il y a pas mal de ressemblances, mais il faut savoir que celle-là, elle est sortie avant la Patek, ce qui est plutôt amusant comme anecdote. Ensuite, passons à ma Seiko préférée. Donc, c'est une Turtle ici. Je crois que la référence est SRPE 93. Je suis pas toujours très sûr. Si je me souviens pas des références, je les mettrai au moment où je monte la vidéo plus tard. Donc ça, c'est vraiment ma Seiko préférée pour différentes raisons. Mais c'est aussi déjà c'est une plongeuse et puis elle regroupe un petit peu toutes les caractéristiques qu'on aime bien chez Seiko avec la boîte coussin, ce fit qui est assez incroyable. Et puis ici, on a un diamètre qui est quand même assez grand. Je crois que c'est du 45 mm et elle se porte très bien, même sur mon poignet de 17,5 cm. Elle se porte très bien. Elle a vraiment tous les éléments de design classique de chez Seiko, en tout cas dans la catégorie plongeuse, les aiguilles, le cadran, la lunette, la forme de la boîte, vraiment que des choses que j'aime beaucoup et en plus c'est un modèle qui reste très accessible, hein, surtout si on l'achète en occasion. Hein. Donc voilà, moi si j'ai une recommandation à faire chez Seiko, c'est la Turtle de base et donc c'est vraiment un modèle que j'apprécie vraiment vraiment beaucoup. Je pense que je vais jamais m'en séparer de celle-là. Enfin, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je pense pas m'en séparer. Autre modèle de plongée ici, la Doxa Sub 300T. Modèle avec le saphir plat ici, belle montre de plongée avec ce cadran Egg Marine, ce cadran donc ce coloris qui est venu très très à la mode pendant 2-3 ans, là maintenant je pense que c'est un petit peu en train de baisser. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce cadran existait déjà chez Doxa avant la folie de ces cadrans un peu turquoise comme ça. Donc voilà, une belle montre de plongée, beau bracelet ici, très spécifique avec ce design classique de chez Doxa qui existe depuis longtemps. Et ouais, une belle plongeuse, hein. Je crois qu'elle tient à 1200 mètres en termes d'étanchéité. Et voilà, c'est une montre que j'aime aussi beaucoup porter en été. Elle a un côté estival qui est vraiment très très sympa. Ensuite, passons à cette Seiko Arnie, modèle du 40e anniversaire, hommage à la Seiko Arnie des années 80. Voilà, un modèle vraiment très très massif. Il y a pas mal de fonctionnalités de plongée que je connais pas trop. Il faudrait vraiment un jour que je m'intéresse un petit peu à ce qu'il y a dans le module. De nouveau ici un achat complètement basé sur l'esthétique. J'aime bien cette boîte. Une boîte qui est aussi un classique de chez Seiko. Une boîte un peu de style tuna. Et pour ma part, j'aime beaucoup l'esthétique de ce modèle. Ce côté aussi analogue, digital, qui est plutôt sympa, qui est aussi caractéristique de certaines Seiko des années 80. Aussi un gros modèle ici, hein, sur le poignet, c'est pas discret, et il faut pouvoir la porter, hein, ça c'est sûr. Voilà, un modèle que j'aime beaucoup aussi. Je la porte pas souvent, mais je l'aime bien. Ensuite, passons à cette Serica, ici, que j'ai acheté à Paris lors d'un voyage à Paris il y a quelques années. Je m'étais rendu au magasin où on voyait, j'ai vu un des créateurs de la marque là-bas. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet si ça vous intéresse. Modèle 4512, un modèle très sobre, hein, avec une esthétique vraiment soignée, avec pas mal de rappels de montres un peu vintage, ce côté field watch qui est sympa, et ce bracelet de type bon clip qui est vraiment très très confortable, hein. Très confortable et j'aime bien parce qu'il est très fin. Il est très fin, il est pas trop large, et quelque part, il fait bien, quand on porte la montre au poignet, il fait vraiment bien ressortir la montre, et ça, c'est un détail que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les proportions de cette montre, les cornes sont très jolies, la boîte est vraiment chouette. On a aussi cette grosse couronne ici qui est très sympa. Donc voilà, un petit modèle sympa, micro-marque française, et ça fait plaisir aussi d'avoir un petit peu de la micro-marque française, de qualité en plus. Ensuite, passons à cette Longines ici, triple date avec une face de lune. C'est une Longines Evidenza, donc ça c'est un modèle qui doit avoir en tout cas 10 ans. On voit avec ces belles aiguilles bleutées ici, et puis ce cadran
guilloché, qui est probablement pas un véritable guilloché, j'imagine. Je sais pas si c'est, je connais pas tellement le matériau du cadran, mais voilà, ça reste encore une montre qui date de l'époque où Longines n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ces dernières années, ils ont fait beaucoup de modèles dans la ligne héritage qui sont très très sympas. Et donc ici, c'est quand même sympa. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir une face de lune dans ma collection. Chercher quelque chose de pas trop cher. J'ai trouvé ça aussi sur une enchère d'occasion. Je l'ai eu pour un prix assez imbattable. Je crois que j'ai payé ça dans les 700 € à l'époque. Et voilà, donc j'aime beaucoup la forme. Hein. C'est le seul tonneau que j'ai dans ma collection en termes de forme de boîte. Le cadran est aussi très sympa. J'aime beaucoup cette face de lune. Et donc triple date. Alors un petit défaut que j'aime pas du tout aussi sur cette montre, c'est quand on l'ouvre derrière, à l'intérieur, il y a une espèce de forme qui épouse la forme de la boîte, tonneau, un cache en plastique qui permet de maintenir le mouvement. Et ça fait pas du tout montre de luxe ou montre suisse. Hein. Ça fait vraiment le bout de plastique qui tient le mouvement en place. Et personnellement, j'aime pas du tout ça. Alors là, c'est un mouvement qui est basé sur un état 2892 et il y a un module par-dessus qui permet d'avoir la phase de lune et la triple date. Malgré tout, un beau modèle hein, que j'aime bien porter, un peu dress comme ça. Vraiment sympa. Ensuite, passons ici à quelque chose de complètement différent. Ici, c'est une Vostok. Alors, j'ai pas la référence en tête. Hein. Vostok de type SE. Je crois que c'est la boîte 170. Je suis pas complètement sûr. Une des boîtes un peu plus modernes qu'il y a chez Vostok. Un peu plus large aussi. J'aime beaucoup le cadran aussi. Ici, on voit c'est un cadran sandwich. C'est un véritable cadran sandwich avec la partie illuminée en dessous. Plutôt sympa avec ses portions dorées, cette couleur brune un peu cuivrée. Voilà, un modèle fun et pas cher. Hein. Ça, on va trouver ça aux alentours de 100, 150 $, j'imagine. C'est un peu difficile en ce moment avec les montres russes, hein, avec les conflits en cours, mais on peut toujours les commander, on peut toujours les trouver. Ensuite, un autre modèle que j'ai dans ma collection depuis un certain temps, hein, cette grande Seiko ici, GMT. C'est un modèle domestique japonais ici, plutôt épaisse, hein, montre plutôt épaisse, c'est un des défauts que je lui reproche. Par contre, j'aime beaucoup le design de la boîte ici. C'est une montre que j'ai achetée lors de ma première visite au Japon en 2018. Donc j'ai un attachement spécial à cette montre, je pense que c'est aussi un modèle dont je me débarrasserai jamais. Voilà, donc toutes les qualités qu'on connaît de Grande Seiko, même si ici c'est pas un cadran texturé, le cadran est pas aussi impressionnant que ce qu'on peut voir parfois chez Grande Seiko avec ses beaux cadrans texturés. Ici il est vraiment noir, très profond et brillant et il n'a pas de texture particulière. Et les aiguilles aussi sont pas forcément les plus belles aiguilles qu'on trouve chez Grande Seiko. Mais voilà, ça reste un modèle, à chaque fois que je la porte, je suis toujours impressionné. C'est peut-être un peu bateau, tout le monde va vous dire ça à propos de Grande Seiko, mais c'est vrai que c'est des montres, quand on les porte, on a toujours plaisir à les remettre et on est toujours assez impressionné en fait. Elle m'impressionne à chaque fois que je la remets, c'est assez amusant. Ensuite, passons ici à cette Baltic, je crois que c'est le modèle HMS 00 quelque chose, je vous mettrai la référence en bas. Donc la version du chrono avec le Seagull à l'intérieur, le ST19 ici, qui est joli à regarder, qui est plutôt sympathique. Hein, ça permet d'avoir un chrono avec une roue à colonne et un embrayage vertical pour vraiment pas cher, même si c'est sûr que le mouvement ST19 est pas vraiment réputé pour sa fiabilité. Hein. Il y a beaucoup de retours qui sont évoqués sur Internet. Il faut le savoir avant d'acheter ça. Alors un détail à propos de Baltic, c'est que Baltic contrôle quand même bien les mouvements avant de les vendre et il y a quand même un contrôle qualité qui est fait dessus et je pense qu'ils essayent de faire un effort étant donné que ces chronos et ces mouvements ils sont quand même pas très bien réputés si on regarde un petit peu sur internet. Hein. Donc ici on a une boîte majoritairement brossée ici avec ce traitement PVD dessus. Je crois que c'est du PVD, un traitement or que j'aime beaucoup et on a ce cadran ici un peu très vintage hein, avec ce layout très vintage que pour ma part j'aime beaucoup. Ensuite, passons à une autre grande Seiko. Si je me souviens bien, c'est la SBGH 061, je ne suis pas vraiment sûr. Ça, c'est vraiment un modèle, c'est la première grande Seiko que j'ai achetée, aussi aux alentours de 2015-2016, je dirais, avant que Seiko soit retiré du cadran. Donc encore avec le Seiko en haut et le grand Seiko à 6 heures. Vraiment un magnifique modèle avec ce cadran crème, ces magnifiques index et ces aiguilles incroyables qu'on trouve chez Grande Seiko. Vraiment un très très beau modèle, un peu plus dress watch que ce
ce qu'on trouve en général chez Grand Seiko. La forme de boîte est aussi pas super classique de chez Grand Seiko, mais voilà, un très beau modèle et toujours avec ses beaux mouvements, hein, très bien décoré. Donc toujours autant de plaisir à porter ces Grand Seiko. Ensuite, ici, un achat que j'ai fait d'occasion l'été passé, c'est la Seiko Samurai. Ici, c'est une Samurai, c'est une King Samurai. Donc, elle a le saphir, elle a aussi, je crois que la lunette est pas en aluminium. Ici, ça doit être de la céramique. Donc voilà, un modèle dont on parle pas forcément très très souvent. C'est pas le modèle le plus populaire de plongeuse de chez Seiko. Souvent, les gens pensent que par sa longueur totale, elle est un peu difficile à porter, mais c'est quelque chose qui est surprenant. Je trouve qu'elle se porte plutôt bien au poignet, hein. J'ai été assez surpris, hein. Je trouve qu'elle se porte plutôt bien. Moi, mon poignet, il fait 17 cm environ et j'arrive à la porter. Elle dépasse pas, en tout cas, et la courbe de la boîte est plutôt intéressante et ça fait elle se porte plutôt bien, quoi. Donc voilà, j'aime bien aussi la couronne ici, avec ce molletage croisé qui est plutôt sympa. Et puis ici, on a aussi ces cadrans texturés qu'on retrouve sur les King Samurai, qui sont pas sur les Samurai standards. Bon voilà, après, moi, personnellement, les loops là, sur les cadrans, c'est pas mon truc, mais voilà, des fois on fait avec. Et pourquoi pas en avoir une ou deux quand même dans la collection. C'est vrai que je m'en passerais bien en ce qui me concerne. Ensuite, passons à une montre que ça fait aussi un moment que j'ai dans ma collection. Ici, c'est une Marathon Gessar, donc modèle classique, hein, en 40 mm, avec cette boîte, avec ce look un petit peu brutaliste, comme ça. Vraiment très très prononcé, hein, entièrement brossé, donc vraiment la pure tool watch, avec son côté un peu militaire. Et aussi, une des choses que j'aime, c'est tout ce qui est au niveau cadran ici, avec ces tubes de tritium sur les aiguilles et sur le cadran, et donc avec les petits signes, hein, qui vont bien sur le cadran également. Et voilà, aussi une belle couronne ici que j'aime bien aussi. On a aussi un molletage croisé sur celle-là, comme sur la King Samurai. Et voilà, j'ai acheté le bracelet acier après coup, que je recommande d'ailleurs. Je trouve qu'il va vraiment très très bien avec la montre. C'est vraiment un chouette bracelet. Je pense qu'il est dans les 200 $, hein, en aftermarket. Si vous arrivez à acheter la montre neuve avec le bracelet acier directement, je pense que c'est mieux. Parce que par défaut, elle vient avec un caoutchouc, et un caoutchouc un peu odeur vanille, hein, et qui est pas forcément le meilleur choix à mon opinion. Ensuite, passons ici à cette Breitling Navitimer. Donc ça, c'est aussi une montre que j'ai depuis très très longtemps dans ma collection. Ouais, c'est même la première montre que je qualifierais de luxe par rapport à ma collection, hein. Et ouais, je pense que j'ai acheté cette montre en 2015. Et donc voilà, c'est la première montre un petit peu spéciale que j'ai achetée, et c'est vraiment le design emblématique pour moi de chez Breitling, et on s'en lasse pas. Alors ici, à l'intérieur, on a une base Valjoux, donc c'est pas les beaux mouvements qu'ils font aujourd'hui, le B01, le B02 par exemple, c'est une base Valjoux, mais voilà, ça reste tout à fait raisonnable. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir aussi le layout avec les registres à 9h, 3h et 6h, plutôt que d'avoir le layout 6h, 9h, midi que j'aime moins. Voilà. Une montre qui est très ennuyeuse à régler parce qu'il n'y a pas de réglage rapide de la date, donc on fait tourner les aiguilles pendant un bon moment, hein, quand on veut régler ça. Et toujours ce magnifique cadran qui est quand même très complexe, et avec cette belle couleur bleue, et la complexité du cadran est assez incroyable avec cette règle à calcul. Et voilà, pour moi ça reste un modèle emblématique, auquel je serai toujours attaché. Et je pense pas me débarrasser de cette montre de sitôt non plus. Ensuite, passons à cette Nomos Orion 35 mm. Voilà, design très très épuré ici, avec ce cadran vraiment très très pur, très peu d'éléments perturbateurs sur cette montre, avec ces cornes très très allongées qui plaisent pas à tout le monde, hein. Ici avec Nomos, on a toujours c'est que du 35 mm, mais c'est une montre qui se porte très bien de par la fait que ces cornes sont très très longues. Et ici, un autre détail que beaucoup de gens aiment pas, c'est l'espace qu'on va avoir ici entre le bracelet et la boîte. Pour ma part, ça me dérange pas. Ici, on a aussi ce magnifique mouvement, hein. Je crois que c'est le mouvement alpha ici, et qui est basé sur un ETA 7001, mais qui est quand même complètement revisité. Et on voit ces très belles décorations. Si on regarde en termes de rapport qualité-prix, ce qu'on a au niveau mouvement chez Nomos, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout si on les achète au marché gris, hein, parce que ces montres, on les trouve aux alentours de 1000 € au marché gris, et faut surtout, à mon avis, pas les acheter au prix magasin.
Ensuite, passons ici à cette Straton spéciale, une montre que j'ai aussi présentée sur la chaîne, avec son design incroyable, hein, ce gros bout de métal ici qu'on porte au poignet, et ces coloris bruns et orange qui rappellent vraiment les années 70. Hein. Faut savoir que ce design de chronographe, il existait dans les années 70. Plusieurs marques ont utilisé ce design, et ici c'est quand même très très inspiré de ce qu'on trouvait dans les années 70, avec cette épaisseur plutôt incroyable, qui est pas tellement gênante parce que c'est aussi un petit peu l'objectif de cette montre de faire quelque chose de vraiment différent en termes de design, et on n'a pas du tout cherché à rendre la boîte plus fine. Ici c'est vraiment le gros morceau d'acier au poignet, et avec ce design incroyable aussi du cadran que j'aime beaucoup. À l'intérieur on a un Valjoux 7750, donc voilà, une micro-marque que j'aime beaucoup. Comme j'avais déjà dit dans ma revue, j'aime pas trop le fond, mais par contre tous les autres éléments sont vraiment très sympathiques. J'ai acheté ce bracelet aussi en plus, je trouve qu'il va très très bien avec cette montre. Bracelet aussi un petit peu pilote des années 70. Et ce qu'elle a encore d'intéressant ici, c'est qu'elle a elle a une protection en surface, donc ça fait que malgré que cette montre a plusieurs années, elle a quasiment aucune rayure de par cette protection avec durcissement au niveau de la surface de la montre. C'est plutôt sympa aussi ça. Ensuite, passons à cette Rolex Explorer, la seule Rolex que j'ai jamais eue dans ma collection. C'est une montre que je porte plus beaucoup aujourd'hui, même si c'est un grand classique, hein, toujours les mêmes qualités. Rolex, il y a beaucoup de qualités dans ces montres, hein, même s'il y a aussi beaucoup de gens qui les aiment pas. C'est un peu amour-haine hein, avec Rolex en général. Soit les gens les adorent, soit ils les aiment pas du tout. Mais ouais, pour ma part, c'est une montre que j'aime toujours beaucoup. Mais aujourd'hui, avec une collection aussi large que ça, j'aime bien porter des montres qui ont un peu de caractère, et c'est vrai que le design est tellement évident, et tellement classique sur ces Rolex que j'ai un petit peu moins tendance à la porter, celle-là. Mais voilà, ça reste toujours une montre qui est incroyablement bien proportionnée, à mon avis. Le mouvement est incroyable, hein, ça fait bientôt 10 ans que je l'ai, et j'ai jamais fait de service dessus. Elle tourne toujours à plus ou moins une seconde par jour, et on a ce fantastique porté aussi, c'est des boîtes qui se portent très très bien, qui épousent vraiment bien le poignet. Et ça, c'est vrai que Rolex, ils ont quelque chose d'incroyable à ce niveau-là. Et aussi le bracelet, hein, faut pas regarder ce bracelet, c'est le bracelet d'une Garmin. Donc j'ai un peu honte de vous présenter ça comme ça, mais bref, le bracelet acier de la Rolex Explorer est aussi magnifique. Je pense que c'est le plus beau bracelet acier que j'ai dans ma collection. Ensuite, passons ici à cette Gekkota chrono, je sais plus ce que c'est, chrono quelque chose. Ici, c'est chronographe simplement, basé sur un Seiko VK64, j'imagine. Donc un mouvement Mecha Quartz, donc un mouvement à quartz avec un module mécanique pour faire le chrono au-dessus, ce qui permet d'avoir ce déplacement d'aiguille qui fait penser à une montre purement mécanique, même si lorsqu'on regarde l'aiguille des secondes, on voit bien que c'est un quartz. Hein. Donc voilà, une montre que j'ai achetée purement pour des raisons esthétiques. Donc si vous êtes intéressé par une montre sur le site WatchGecko, patientez, hein, parce qu'il y a toujours un moment dans l'année où ils font des offres. Je crois que cette montre, elle est aux alentours de 400, 450 euros en temps normal. Et si on est patient, on peut l'avoir pour 250, ce qui je pense se rapproche plus du prix qu'elle vaut vraiment. Et voilà, donc cette montre qui rappelle un peu une Tag Heuer des années 70. Et joli layout ici, assez simple avec ces deux registres. J'aime bien aussi la forme des registres ici, qui rappelle un peu la forme de la boîte. Je trouve que ça va bien ensemble. Et donc voilà. Et puis elles viennent aussi chez WatchGecko, ils vendent beaucoup de bracelets. Et elle vient avec deux bracelets qui sont plutôt sympas. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose à considérer lors de l'achat. Alors, est-ce que je vais réussir à toutes les poser? Je suis pas sûr. Ensuite, encore une Vostok ici. Donc un modèle qui est avec la boîte 710, je crois, je suis pas complètement sûr. Je mettrai la référence aussi. Donc ici c'est un modèle que j'ai customisé moi-même avec cette lunette plongée. À la base elle vient avec une lunette lisse qui ressemble à la lunette lisse que j'ai sur celle-là. Et ici donc lunette de plongée avec cet insert argenté que j'aimais bien. Donc ça c'est pas par contre ici c'est pas un cadran sandwich. Il est un petit peu texturé. Texturé mat avec une granularité en surface comme ça, et voilà, aussi des montres très fun qu'on trouve pour vraiment pas cher du tout. Je pense que j'avais dû payer ça à une centaine d'euros, importé directement de Russie, sans frais de douane en plus, étant donné que les valeurs des produits sont toujours un petit peu masquées quand on achète en Russie. Donc voilà, quelque chose de très fun.
Ensuite, autre montre russe ici, c'est donc la Buyalov Airship, une montre de type pilote que j'ai aussi présentée sur la chaîne avec ce cadran fumé, texturé, plutôt sympa. Petite seconde ici et aussi ces chiffres très classiques de montres pilote anciennes. Ici, j'ai fait une petite customisation avec cette couronne de type oignon. À la base, elle vient avec une couronne standard. Et non, pas de type oignon, de type diamant ici, pardon. Et intérêt principal pour moi de ce modèle, c'est le clone d'Unitas qu'on a ici. C'est aussi un Seagull, je crois que c'est le ST36 ici, qui remplit complètement cette boîte. Hein. Donc ici, un mouvement qui est à la base un mouvement fait pour des montres de poche. Et donc qui est vraiment très bien utilisé ici. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir une montre avec un mouvement aussi visible qui prend autant de place dans la boîte. Et pour ma part, c'est la principale attraction de ce modèle qu'on trouve aux alentours de 200 $ hein, aujourd'hui. Il y a aussi plusieurs couleurs. Il y a aussi un cadran qui est fumé noir, qui est assez sympa. Donc voilà. Hop. Ensuite, encore une montre russe ici. C'est la Buyalov Save More Put. Donc Dimitri Buyalov, c'est le designer de chez Vostok, hein, qui a fait tous les modèles SE ces dernières années. Ici aussi un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Le design ne fait pas dans la dentelle ici, hein, c'est assez brutal. Ce bracelet aussi est plutôt assez massif, je crois que c'est du 24 mm ici, et donc à la base elle est encore vendue avec un insert lumineux, entièrement lumineux, verdâtre. J'ai préféré mettre cet insert ici avec 24 heures, étant donné que ici c'est un modèle avec une fonction GMT. D'ailleurs on voit pas vraiment la... Ouais, la GMT est à midi là. Et donc ce cadre en fumée avec cette texture un peu en forme de vague et fumée avec ces beaux chiffres en relief. Là aussi pour un prix qui est vraiment très raisonnable, un prix qui est aux alentours de, je sais plus, dans les 250 $ je crois. Pour une GMT aujourd'hui ça reste tout à fait raisonnable. Et voilà, si on aime les designs un petit peu pas très fins, assez brutaux comme ça, c'est un modèle qui est plutôt sympa. Il vient aussi d'ailleurs avec un bracelet en caoutchouc orange qui est plutôt sympa, mais alors qui rend la montre encore moins discrète. Hein. Ensuite, passons ici à cette... Ça, c'est une Casio que j'avais oublié de présenter dans ma revue précédente. Elle était dans mon coffre et donc je l'avais complètement oublié. Donc la Casio Oceanus T200, modèle vraiment toujours aussi sympa. Vraiment la montre idéale si vous n'avez pas envie de vous ennuyer et à régler une montre, à vous poser des questions. Elle a donc l'app Casio, elle est connectée à l'app Casio, ce qui permet de faire la synchronisation automatique de la montre, calendrier perpétuel, il y a tout ce qu'il faut sur cette montre. Les aiguilles s'alignent automatiquement, la date s'aligne automatiquement si elle a un petit peu bougé dans le temps. C'est vraiment un modèle super chouette avec ces index ici qui sont un peu flottants au-dessus du cadran et ce cadran bleu ici qui a aussi des jolis effets. Donc voilà, vraiment un modèle très sympa. Le bracelet est pas trop mal aussi ici. Pour moi, c'est vraiment... Puis c'est un quartz qui est quand même d'une qualité largement supérieure. Et pour moi, ça reste une très bonne alternative. J'ai vu qu'aujourd'hui, on les trouvait aux alentours de 300 € hors taxe. Et pour moi, quand on regarde la finition de la boîte, quand on regarde ce qu'elle offre, pour moi, c'est une très bon choix, à mon avis. Alors, ça commence à se compliquer. Ensuite, passons à cette Omega Speedmaster ici. Donc ça, c'est un modèle qui date de 2018. Donc avec l'ancien mouvement, hein, le 1861, mouvement à cam, qui est très peu décoré, donc qui est beaucoup plus utilitaire que la Speedmaster actuelle. Hein, donc la Speedmaster avec la vitre en Ezalite, la vitre plastique ici, qui est vraiment la reproduction la plus proche de la Moonwatch des années 60. Et donc voilà, un grand classique. Hein, que j'ai acheté à l'époque où j'avais un petit peu plus de moyens. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus compliqué pour moi. Mais à l'époque, j'avais un peu de moyens. J'ai acheté pas mal de montres à une époque où j'étais au pic de ma fièvre de collection. Et à cette époque-là, il faut savoir qu'on trouvait une Speedmaster neuve aux alentours de 3300 $, 3300 €. Et sur le marché gris, elles inondaient le marché gris. Et voilà, aujourd'hui, une Speedmaster, c'est pas loin d'être le double de ce prix-là, même si les mouvements sont beaucoup plus beaux aujourd'hui, et ils ont aussi fait quelques retouches sur la boîte et sur le cadran, qui sont, à mon avis, plutôt réussis, qui sont plus jolis que ce modèle-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'à 7000 €, je sais pas si j'aurais les moyens d'acheter cette montre. Donc voilà, un grand classique aussi de l'horlogerie à mettre à côté de la Rolex Explorer. C'est un modèle que je porte aussi pas très souvent, de par le fait qu'il est peut-être
trop classique à mon goût. Donc voilà, mais ça reste quand même un modèle que j'ai pas envie de vendre parce que après, je suis pas du tout sûr de pouvoir un jour en racheter une. C'est aussi ça un peu la réflexion qui est là derrière. Ensuite, continuons ici avec une autre micro-marque qui est la Di Renzo Mondial. Ici, ce qui m'a attiré vers cette montre, c'est son côté bracelet intégré, donc un peu qui a été la mode ces dernières années, et aussi ce cadran que je trouvais vraiment avec un design intéressant, avec cette courbe ici qu'on voit à l'intérieur, et ces aiguilles et ces index qui sont très originaux. Il y a un équilibre dans ce cadran que je trouve vraiment très intéressant, et une boîte qui est partie brossée et partie polie. Et je trouve que la marque Di Renzo a vraiment une identité de design qui est assez forte. Si on regarde un peu tout le line-up de modèles qu'ils ont, il y a pas mal, leur identité est assez bien gérée. Le designer de cette marque fait, à mon avis, du très très bon travail. Ici, on a aussi ce bracelet avec cette boucle papillon ici que j'aime beaucoup. Je sais que les boucles papillons, c'est pas pour tout le monde, mais pour ma part, j'aime bien. Je trouve que ça donne un design épuré et on n'a pas cette grosse boucle ici, même si le manque de micro-ajustement peut parfois poser problème, surtout quand on est entre deux tailles. Alors, ensuite, passons ici à cette Seiko 5 Sport. Donc ça, c'est un modèle que j'ai acheté d'occasion. J'ai acheté ça d'occasion au Japon, je crois pour une centaine de dollars. Un modèle que je trouve très intéressant. Si on la met en comparaison avec la Seiko 5 dont j'ai parlé récemment sur la chaîne, que j'ai d'ailleurs ici, je peux vous montrer. Donc ça, c'est une autre Seiko 5 qui est sortie récemment, qui est dans la ligne héritage des Seiko 5, avec une taille plus petite, puis qui est beaucoup plus chère. Alors ok, elle a un meilleur finish, je pense, celle-là, celle de gauche. Mais par contre, celle de droite, c'est vraiment pour moi la suite des Seiko 5 qu'on trouvait vraiment à bon marché, en dessous de 100 dollars sur Amazon et sur eBay. Pour moi, c'est plutôt ce modèle-là, avec une taille beaucoup plus contemporaine. On a le mouvement 4R36 à l'intérieur, et on a quand même une finition qui est pas mal. Les bracelets sont largement mieux que ce qui se faisait à l'époque sur les Seiko 5 à 100 dollars. Et pour moi, les Seiko 5 actuels, les moins chers, qui sont vraiment modernes et qui sont un petit peu la descendance des Seiko 5 qu'on trouvait avant, c'est cette ligne de modèle-là. Et pour ma part, j'aime beaucoup. Je trouve pour le prix, ça vaut la peine. Si on arrive à acheter ça d'occasion dans les 100 euros environ, ça reste pour moi une super affaire. Donc voilà, j'en profite pour présenter celle d'à côté. Qui est donc le modèle que j'ai acheté au Japon la deuxième fois que je m'y suis rendu, donc au mois de mai. Et donc voilà, j'ai ramené ce petit modèle dont j'ai parlé dans une revue récente en faisant un comparatif avec une Seiko 5 ancienne génération. Donc voilà, je suis un petit peu attaché à cette montre parce que je l'ai achetée là-bas. Mais voilà, à part ça, c'est pas une montre que je porte vraiment non plus très très souvent. Ensuite, il en reste pas beaucoup, on arrive gentiment au bout. Ici, encore une bouille à l'œuf. Je sais pas, je dois avoir une connexion particulière avec cette montre. J'ai aucun intérêt à vous les présenter, un intérêt financier en tout cas. Donc ici, c'est la bouille à l'œuf RR02, je crois, dont le design est aussi très très massif, hein, très très massif, basé sur une horloge marine. Hein. On peut regarder, si vous regardez un petit peu sur internet, les horloges marines Vostok par exemple. Donc voilà, c'est vraiment ce profil-là, comme ça. Et souvent, on retrouvait aussi des vis sur la partie avant pour pouvoir l'ouvrir. Et donc voilà, c'est une montre assez fun avec ce cadran ici, avec ce motif dessus, et cette couronne qui est vraiment énorme. Et on a aussi une particularité ici, c'est ce bracelet qui est directement vissé dans la boîte ici. Ça, c'est aussi assez particulier. Alors, une montre qui n'est pas du tout confortable à porter. Hein. Faut savoir qu'ici, on a ces tranches ici qui viennent s'incruster dans le poignet. Puis, c'est des arêtes qui sont assez tranchantes. Et ouais, je la trouve vraiment pas du tout confortable à porter. Mais voilà, ça reste une montre qui est assez fun ici, équipée d'un Seiko NH35, je crois. Ça commence à se compliquer. Trouver un endroit pour les mettre. Alors, ici, encore une montre, une Dresswatch, ici, une Zenith Elite réserve de marche, une montre que j'ai aussi présentée sur la chaîne. Donc ici, c'est une montre en or 18 carats intégrale, très élégante à mon avis. J'ai toujours beaucoup aimé ces cadrans guillochés. Hein. L'autre montre que j'ai avec un cadran guilloché encore faite par un ouvrier, c'est donc la Jaeger-LeCoultre Reverso. Mais ça aussi, il faut savoir, chez Zenith, les guillochés sont encore faits
avec des machines et avec un ouvrier qui est derrière. Et ça reste quelque chose de traditionnel. Et voilà, j'aimais beaucoup aussi l'équilibre de ce cadran, la réserve de marche, la petite seconde qui est à 9 heures et cette date qui est à 4h30 ici. Et on a ces chiffres Breguet ici avec ces jolies aiguilles aussi, aiguilles de type feuille si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un modèle très très classique qui est un peu daté aujourd'hui, hein. Ça doit être du 36 mm avec des cornes assez courtes. Donc c'est vrai que c'est des modèles qui n'ont pas beaucoup de succès, ce qui permet d'ailleurs de les trouver à des prix tout à fait raisonnables, hein, du fait que c'est des montres qui sont un petit peu passées de mode, à mon avis. Donc voilà. Ensuite, passons à la suite. Il en reste deux. Donc ici, une montre que je ne vous ai pas présentée, qui est encore une G-Shock, pour la bonne et simple raison que je ne l'avais pas encore achetée à l'époque. Donc ça, c'est aussi une des dernières additions que j'ai fait à ma collection. Je l'ai trouvé à un prix intéressant. Donc il faut savoir que le coloris ici, si on regarde les photos sur Internet, il ne ressemble pas tellement au coloris qu'on voit en vrai. Là, elle est beaucoup plus claire, le bleu est beaucoup moins prononcé. Et voilà, c'est une Casio amusante ici avec la boîte entièrement en acier, bracelet acier, et le module standard qu'on trouve sur les Casio, qui n'a rien de particulier en termes de fonctionnalité sur ce modèle. Alors, hop là. Et la dernière des dernières, donc cette Seiko 5 Sport ici, c'est le modèle avec le cadran fumé vert, que j'ai un petit peu customisé ici. J'ai changé la lunette parce qu'elle vient avec une lunette verte, mais qui n'est pas vraiment la même teinture que le vert qu'on trouve sur le cadran. Et j'étais un petit peu dérangé par ça. Donc j'ai acheté cet insert ici, qui est assez discret, on va dire. Et ici, j'ai aussi changé la lunette, hein, avec cette lunette avec ce profil molleté que j'aimais bien. Et dernière modification ici avec cette couronne signée que j'ai acheté aussi en aftermarket. Donc voilà, j'ai aussi enlevé le bracelet ici. Donc j'aime bien ces Seiko 5 Sport. Si on les trouve à des prix intéressants, aux alentours de 200, maximum 250 euros, ça reste pour moi des offres qui sont intéressantes, même si c'est vrai que c'est plus des montres de plongée. Aujourd'hui, ces Seiko 5 Sport, c'est des montres plutôt orientées fashion, j'ai envie de dire. On les achète plutôt pour leur esthétique que pour leur fonctionnalité. C'est plutôt ça que je devrais dire. Donc voilà, là j'ai fait le tour de ce que j'avais en moderne. Ce que je vous propose, c'est de prochainement attaquer la partie vintage. On regarde tout ça ensemble prochainement. Je vais essayer de faire un petit loom shot de tout ça en reculant un peu la caméra. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!